Arnaud Montebourg est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Arnaud Montebourg. Un compromis a été trouvé entre les États-Unis et la BNP? Écoutez, je ne peux rien dire à ce sujet. C'est une négociation entre une entreprise privée importante, la deuxième banque de la zone euro, la première banque française. Et il est vrai que le gouvernement français s'est exprimé de façon extrêmement claire en demandant que les sanctions soient justes et proportionnées. 8 à 9 milliards de dollars. C'est le montant de ce compromis apparemment, de l'amende que la BNP devra payer, ce qui fait entre 6 et 6 milliards et demi d'euros. Les États-Unis ont une loi extraterritoriale qui leur permet de poursuivre des infractions qui ne sont pas commises sur leur territoire, qui leur permet en fait finalement attraire devant leur juridiction des entreprises étrangères et de leur imposer une loi applicable hors de leur propre territoire. Peut-être devrions-nous les imiter, car cela donne parfois un certain nombre d'avantages dans la guerre économique mondiale. Oui, donc compromis. Monsieur Bourdin, je ne suis pas en mesure. Les grands journaux américains annoncent ce compromis. Je ne suis pas en mesure de m'exprimer à ce sujet. Vous le savez ? Il s'agit d'un accord éventuel entre une entreprise privée et une autorité judiciaire. Nous allons beaucoup parler évidemment d'Alstom avec vous, Arnaud Montebourg, mais je voulais vous poser une question plus personnelle. Est-ce que vous avez vos lettres de démission dans vos poches ? Écoutez, je voudrais peut-être dire un mot assez net sur ce sujet. Oui, il m'est arrivé de présenter, ça m'est arrivé une fois, de présenter ma démission après l'affaire dite Florange. Oui. Voilà. Vous l'avez présenté. Pourquoi ? Parce que je pensais que la nationalisation temporaire des hauts fourneaux de Florange était d'intérêt national et nécessaire. D'ailleurs, j'observe que la production de l'acier en Europe recommence à progresser. Et donc, je pense que cette décision... Le gouvernement a fait une faute. Je crois que nous avons commis une erreur. Une erreur. Je le reconnais. Peut-être m'y suis-je mal pris. Peut-être ai-je ma part de responsabilité. C'est même certain. Mais en tout cas, je pense que nous aurions dû le faire parce que ArcelorMittal n'est pas une entreprise comme les autres. Ça, c'est le point de vérité. Je l'ai reprise à la demande à l'époque du président de la République et d'un certain Édouard Martin qui était le syndicaliste de la CFDT. Voilà. Je n'ai pas présenté d'autres démission depuis. Par ailleurs, j'ai exprimé au président de la République que s'il nommait à nouveau Jean-Marc Ayrault, je ne souhaitais pas continuer pour des raisons que je n'ai pas exprimées publiquement. Vous n'auriez pas été ministre si Jean-Marc Ayrault... Comme cela est ma liberté avait été maintenu. Et mon droit. Voilà, c'est ce que j'ai exprimé au président de la République et je n'ai pas rendu public le contenu des conversations que j'ai eues avec le président de la République. Donc, merci de bien vouloir considérer le sérieux de mes positions, car en politique, il arrive qu'on ait des convictions, qu'on les défende avec une certaine constance. Et voyez-vous, quand on défend, par exemple, la nationalisation des hauts fourneaux de Florange, ça veut dire que nous avons une conception de l'intérêt national. On peut la défendre et considérer que parfois, l'intérêt, la passion d'exercer la fonction ministérielle peut s'effacer derrière l'intérêt supérieur du pays. Alors Arnaud Montebourg, parlons de politique et de la politique conduite par le gouvernement. Est-ce que vous regrettez que la politique de rigueur n'ait pas été et ne soit pas infléchie ? Franchement. Elle l'a déjà été. De façon, d'ailleurs, insuffisante, négociée avec le groupe parlementaire. Tout mon travail, d'ailleurs, comme ministre de l'économie, est d'essayer de rapprocher les points de vue. Entre d'un côté, Bruxelles et ses contraintes, de l'autre, les besoins du pays et de la France, d'un côté, le point de vue du gouvernement, et de l'autre, le point de vue de la majorité parlementaire. Et donc, nous pouvons arriver, finalement, à construire un compromis. Et d'ailleurs, tous les pays démocratiques le font. Madame Merkel, elle vient souvent à Bruxelles en disant excusez-moi, mais le Bundestag, le Parlement allemand, ne serait pas d'accord. Donc je ne peux pas prendre cette décision. Donc c'est naturel qu'il y ait une discussion démocratique. Mais j'ai envie de vous poser et un point d'équilibre. Alors j'ai envie de vous poser une question complémentaire. Est-ce qu'un faible niveau de déficit, de dette et d'inflation garantit la prospérité ? Franchement. Un faible niveau d'inflation... pas toujours. Un faible niveau d'endettement et d'endettement, pas toujours. Un faible niveau de déficit, pas toujours non plus. Ce qui compte, c'est la croissance de l'activité économique.
Et pour le moment, la zone euro, pas seulement la France, la zone euro est la lanterne rouge de la croissance mondiale, 6 ans après la chute de Lehman Brothers. Donc il faut encourager la croissance. Exactement. Donc Paris aussi doit changer de politique et encourager la croissance. Ce n'est pas que Paris, c'est toute la zone euro. Paris aussi. Et elle a déjà évolué. Le gouvernement aussi. Elle a déjà évolué. Je voudrais faire observer Jean-Jacques Bourdin que le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a demandé à la Banque Centrale Européenne de changer de politique. Ce qu'elle a fait au mois de juin, au début de ce mois. Et nous avons un mouvement très important, très puissant de la part de la Banque Centrale Européenne. Elle a des taux d'intérêt désormais négatifs. Ça veut dire que les banques, au lieu de prêter, si elles laissaient l'argent dans les comptes de la Banque Centrale Européenne, ça leur coûterait de l'argent de les laisser, parce que ce sont des taux d'intérêt négatifs. Au lieu de les prêter, ou là, ça leur rapporterait de l'argent. Le pacte de stabilité, un pacte de stupidité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Matteo Renzi. Vous êtes d'accord avec lui? Il y a beaucoup de sociodémocrates, Sigmar Gabriel en tête, moi-même, qui ont la même chose. Je ne le dirai pas dans ces termes, mais je vais vous dire une chose. Je pense que nous avons un problème avec l'excès de normes comptables qui nous empêchent, par application de règles, de faire des choix. Donc 2015, 3%. Attendez, Jean-Jacques Bourdin. On peut s'en passer. Appliquer des règles aveuglément, quelles que soient les circonstances économiques, c'est absurde. En revanche, faire des choix, c'est nécessaire. Mais 3% en 2015, on peut s'en passer? Écoutez, moi je considère que le sujet, c'est par exemple la façon dont on comptabilise les investissements d'avenir. Par exemple, on peut dépenser et investir si c'est pour investir et non pas faire les fins de mois d'un État impécunieux. On peut investir par exemple dans des infrastructures. Cela rapporte de l'argent et rapporte à un pays. Donc il y a une comptabilisation que les sociodémocrates souhaitent infléchir dans les fameux 3%. Donc la question c'est pas les 3%, c'est ce qu'on met dedans. Bien, Arnaud Montebourg, dernière question avant de passer à Alstom. Projet de loi de finances rectificative qui arrive à l'Assemblée nationale. De nombreux députés protestent. Certains de vos amis aussi protestent, ont déposé des amendements. Le gouvernement peut faire mieux, plus efficace et plus juste, disent-ils. Vous êtes d'accord avec eux? Je crois qu'il faut trouver un point de rencontre et d'équilibre entre les points de vue et chercher finalement l'accord entre le gouvernement et sa majorité. La démocratie parlementaire est faite pour cela. Oui, ça c'est bien dit. C'est pas que bien dit, je crois que tout le monde peut le. Non, mais enfin, c'est pas la politique de Manuel Valls. Hein. Je crois que si. Il l'a montré dans les premiers mois de ses fonctions à Matignon. Il a infléchi. Un député socialiste qui ne vote pas le budget, est-il encore dans la majorité, franchement? Écoutez, c'est à lui qu'il faut le demander. À ce député. Et vous n'avez pas d'avis? Si j'ai un avis, vous me permettrez de le garder pour moi, Monsieur Bourdin. Bon, d'accord. J'aimerais pouvoir expliquer un certain nombre de choses sur le dossier. Dire Alstom, mais parce je vous qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, mais si je ne peux pas les exprimer, je vais être obligé d'aller sur une autre radio, Monsieur Bourdin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette menace-là? Non, alors là, mais allez-y, moi je vous laisse libre, Monsieur Montebourg. Alstom. Mais vous ne m'avez pas répondu quand même. Je fais ce que sur je peux, les députés socialistes. J'ai dit le mieux c'est de leur demander. C'est eux qui prennent ces décisions. Bon. Alors Alstom, accord donc, General Electric. D'abord les emplois. C'est ce qui me préoccupe. Et c'est ce qui préoccupe les Français, notamment les salariés d'Alstom. Quelle garantie sur les emplois? D'abord, ce qui est un point important, c'est que il s'agit d'une alliance et non pas d'un rachat. Je vous rappelle que si nous avions laissé faire, s'il n'y avait pas eu cette bataille, à la fois juridique, économique, financière et politique, nous aurions un Alstom dévoré et qui serait repeint en General Electric dans le monde entier et aussi en France. Et après, les centres de décision se seraient trouvés dans le Connecticut. Et c'est là qu'on aurait pris les décisions d'affecter ou non en France telle ou telle activité, donc tel ou tel emploi. Cette décision, nous l'avons évitée parce que nous avons imposé, en utilisant le décret de contrôle des investissements étrangers en France, nous avons imposé un certain nombre de compromis. Les actionnaires ont des intérêts financiers et un gouvernement défend la France et ses intérêts industriels. Donc c'est ce compromis-là qui a été construit. Qu'est-ce que c'est que ce compromis? C'est très simple, on a dit à General Electric, vous devez laisser en France ce qui nous permet de garantir notre indépendance énergétique. C'est quoi l'indépendance énergétique? C'est le nucléaire d'abord, qui reste sous souveraineté française, avec des droits de veto à l'intérieur de l'entreprise, qui est 50-50 Alstom General Electric, mais aussi les énergies renouvelables et toutes les technologies qu'a construites Alstom depuis longtemps. Donc ça, c'est d'une certaine manière cette alliance. C'est une alliance équilibrée.
et qui nous permet, en effet, d'imaginer que ce qui va profiter à General Electric, qui est quand même le numéro 1 mondial de l'énergie, 250 milliards, en face de laquelle il y a un petit Alstom de 20 milliards, parce que Alstom c'est 20 milliards seulement, 10 fois moins, et c'est la raison pour laquelle on a demandé, et j'ai, je crois, obtenu des uns et des autres, que l'État soit en face de cet accord, et même dans l'accord. Parce qu'en face d'un conglomérat de 250 milliards, mieux vaut qu'il y ait un État pour pouvoir équilibrer les comptes. Alors l'État a demandé des garanties sur l'emploi. Exactement. La première chose, c'est le maintien de l'emploi existant. Ça, c'était bien le minimum. Bien le minimum. Surtout, General Electric nous a proposé la création en 3 ans de 1000 emplois. Nous leur avons dit, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour assurer que cet engagement sera bien accompli? Réponse, nous vous proposons des pénalités financières, et nous avons demandé des pénalités financières équivalent à 50 000 € par emploi qui ne serait pas créé. C'est un précédent, il n'y en a jamais eu, c'est la première fois. C'est un précédent qui pourrait être suivi d'autres... Il pourrait être un exemple. Un exemple, oui. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, finalement, qu'une entreprise mondiale accepte de la part d'un État de prendre des engagements et qu'il soit sanctionné de façon financière. Si les 1000 emplois ne sont pas créés, c'est 50 millions de pénalités. Ça peut être l'objet d'une loi ou d'un projet de loi. Je crois que c'est pas nécessaire parce que dans la discussion contractuelle entre un investisseur étranger et un État, il y a du respect mutuel. Il y a toujours du respect, puisque nous sommes contents qu'il y ait quand même des grandes entreprises américaines qui viennent investir en France, ou d'ailleurs japonaises ou allemandes, comme tel était le cas. Mais il est important aussi que notre souveraineté soit préservée, et notamment nos intérêts industriels et humains, sociaux, les emplois créés, et ceux qui, évidemment, ne seront pas détruits. Alors, l'État va entrer au capital d'Alstom à hauteur de 20%. 20%. On est bien d'accord. Une nationalisation partielle, en quelque sorte. On peut le dire. On peut l'appeler comme on veut. Ce que l'État sera l'actionnaire principal. Et l'État, le premier actionnaire, va racheter 20% du capital à Bouygues. On est bien d'accord. Exactement. À quel prix? Le prix n'a pas été fixé. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un désaccord entre Bouygues et l'État. 28 € vous proposez? Non, nous n'avons jamais proposé de prix. C'est pas vrai ça. Non. Ce que j'ai lu partout, c'est faux. C'est inexact. 28 €, c'est pas vrai. Non. Vous proposiez combien alors? Le prix du marché. Oui, c'est-à-dire à combien? Comme il s'agit de... Et l'action est à combien aujourd'hui? Comme le prix du marché évolue et est fixé en fonction de la cotation, nous ne pouvons pas le définir prix par du marché avance. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, si vous me laissez m'expliquer. Alors, allez-y. D'abord, M. Bouygues s'est engagé à une chose, c'est de nous prêter ces 20% d'actions pour que nous puissions immédiatement, dès que la transaction sera faite entre General Electric et Alstom, siéger au conseil d'administration, prendre ces deux postes de conseil d'administration et exercer nos droits de vote. Oui. Donc ça, il nous les prête, même si on n'a pas encore pris le temps de les acheter pendant 20 mois. Pendant 20 mois. Pendant 20 mois, Monsieur Bouygues a une obligation de nous vendre. Oui. Il est obligé de nous vendre si on le lui demande. Mais qui va fixer le prix? Attendez. Pendant 20 mois, lui, il a dit, moi, je m'oblige à vous vendre à 35 € parce que c'est sa demande. Oui, 35 €. Mais nous n'avons pas d'obligation de le lui acheter. Donc il nous est parfaitement possible d'acheter sur le marché si le marché est moins cher. 28 € aujourd'hui l'action. Et au bout de 20 mois, Monsieur Bouygues ne peut plus exiger le maintien d'un prix. Bouygues, ne peut plus exiger le maintien de son prix. Laissez-moi vous expliquer parce que c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué. C'est un bon accord. Donc si vous me laissez l'expliquer, on peut le comprendre. Je l'ai compris. Pendant 20 mois, effectivement, Monsieur Bouygues veut vendre à 35 €. Et après, il n'y a plus de prix garanti. Il n'y a plus de prix. Oui, mais si l'action après vaut 40 €. Ah bah écoutez, vous paierez plus cher. C'est où nous pouvons l'acheter maintenant sur le marché. 28 et pas à Bouygues. 28 €. Nous pouvons décider d'acheter. Vous pourriez le décider au moment opportun. Mais bien entendu. Donc vous demandez à Monsieur Bouygues de baisser son prix. Vous demandez à Monsieur Bouygues de baisser son prix. J'ai rien demandé. C'est un accord qui a été scellé entre les deux parties sur lesquels les deux parties sont exprimées. Ce que je veux vous dire. Mais c'est important parce que c'est de l'argent public. Bien entendu. Et c'est même de l'argent. Entre 1,7 milliard € et 2,5 milliards. C'est de l'argent d'ailleurs qui appartient aux Français. Oui. Puisque c'est le patrimoine des Français investi dans les entreprises. Nous avons 71 participations à hauteur de 110 milliards. Oui. Donc nous procédons maintenant à la vente
un certain nombre de participations. Traditionnellement, nous l'avons fait dans Safran, dans Thales, dans Airbus, dans Aéroport de Paris, par exemple, pour entrer dans le capital de PSA, de Peugeot Citroën, à hauteur de presque 1,8 milliard, où nous avons obtenu 14%, aux côtés de Dongfeng, les Chinois, 14%, aux côtés de la famille Peugeot, 14%. C'est une alliance, là aussi. Nous avons fait la même chose dans Alstom. Donc nous vendons pour réinvestir. Car l'argent des participations de l'État ne doit pas servir à faire les fins de mois du budget de l'État. Et je voudrais vous dire, la seule entorse que nous autorisons, c'est que cet argent peut servir à désendetter l'État. Bien. Alors pendant 20 mois... Comme vous le savez, a beaucoup de dettes. Bon, oui, a beaucoup de dettes, oui. 28 € d'un côté, 35 € de l'autre. Il n'y avait pas moyen de trouver un accord. Mais enfin, Bouygues vous a donné la possibilité de réussir. C'est bien cela. Il y a une contrepartie donnée à Bouygues. La contrepartie. Je sais pas, moi, dans la téléphonie mobile ou par exemple LCI en gratuit ou non sur la TNT. La contrepartie. Non, il n'y a pas de contrepartie. Est en face de l'accord. Tout est dans l'accord. L'accord dit, mais écoutez, vous nous donnez vos actions pour que nous puissions exercer les droits de vote. Pourquoi est-ce que Bouygues dirait oui? Quel est l'intérêt de Bouygues de dire oui? Parce que si... tout simplement, Monsieur Bourdin, si Monsieur Bouygues n'avait pas passé un accord ce week-end, l'opération de General Electric était bloquée par le gouvernement. Ouais. Voilà. Bon. C'était une condition préalable de et Monsieur Bouygues ne voulait pas que cet accord soit bloqué. Pourquoi avons-nous besoin que l'État soit présent dans l'alliance? Parce que c'est une alliance à trois. Nous avons signé un protocole de 50 pages avec le patron de General Electric, le patron d'Alstom et moi-même samedi midi. Et nous avons signé cet accord qui garantit, par exemple, qu'il y ait des co-entreprises dont le siège mondial sera en France. Certaines activités d'ailleurs et du chiffre d'affaires de General Electric a été apporté à ces co-entreprises qui auront leur siège social et mondial en France. Et d'ailleurs, beaucoup de nos activités dans les turbines à vapeur, dans le nucléaire, dans l'hydraulique, dans l'éolien, ainsi que le renforcement de la branche transport pour Alstom Transport, qui va pouvoir obtenir l'activité de signalisation de General Electric. Tous ces éléments de renforcement, ils ont besoin d'une garantie que l'État soit là pour que le gros General Electric ne dévore pas dans le temps le petit Alstom. Et donc, il y aura ici un État qui garantira le maintien de cette alliance. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. L'alliance General Electric et Safran. Safran, c'est l'ancien Snecma qui fabrique les moteurs d'avion. Il y a eu, pendant 40 ans, 26 000 moteurs d'avion qui ont été fabriqués par Safran et General Electric. Toutes les 2 secondes dans le monde, il y a un avion qui décolle ou qui se pose avec un de ces moteurs que nous avons co-fabriqués, les Américains et nous. Et nous en avons 11 000 supplémentaires qui sont commandés. Donc ces alliances industrielles, elles fonctionnent. Et c'est ce que nous voulons faire avec Alstom. Et en vérité, Alstom est maintenu. Nous sortons de ce dossier comment? Alstom maintenu, Alstom désendetté, Alstom renforcé et Alstom allié. Et quand j'entends un certain nombre de dirigeants politiques qui disent « Oui, mais c'est une braderie », nulle braderie, nous avons préservé nos intérêts. Je rappelle qu'au début, nous étions rachetés, point, et nous n'avions rien à dire. Dernier mot sur le péage poids lourd, qui va rapporter, d'après ce que dit Ségolène Royal, 500 millions d'euros par an. Et ça va coûter combien ? Écoutez, je ne pourrais pas vous donner les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une décision visant à frapper le transit sur notre territoire. Tous les camions qui passent aussi les entreprises françaises. Seules celles, si j'ai bien compris, qui transitent. Qu'est-ce que c'est le transit? Ce sont ceux qui passent en France, mais qui ne payent jamais d'impôts. Oui, ça c'est vrai. Mais les entreprises françaises qui roulent en France sont aussi... pénalisé. J'ai cru comprendre qu'il ne s'agissait que du transit. Donc les entreprises françaises, que du transit, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Mais nous laisserons Madame Royal faire ses annonces elle-même. Oui. Dernière chose, Alstom, c'est un succès personnel pour vous? Écoutez, c'est... Franchement, je vais vous dire. Parce qu'on a dit... Vous avez lu tant de choses autour de vous ces derniers temps à la critique acerbe.
Et je vais vous dire une chose. Oui. On s'est moqué de moi lorsque j'ai créé le fonds de résistance économique. Et pourtant, grâce au fonds de résistance économique, où l'État fait la banque aux conditions de marché pour sauver des entreprises viables industriellement, on a sauvé Kenmoine, la pétrochimie française. On a sauvé Maury Ducrot, la logistique, une entreprise importante. On a sauvé Ascométal, les aciers spéciaux français. On a sauvé Fagor-Brandt, l'électroménager français. Et combien d'autres. Donc, on peut toujours se moquer. Mais il y a des gens dans les entreprises, il y a des ouvriers, il y a des cadres, des ingénieurs, ils nous le disent quand on y va. Et ils me remercient. Moi, je reçois des lettres de remerciement, M. Bourdin. Donc c'est le succès d'Arnaud Montebourg. Non, je veux dire, c'est le succès de la stratégie du redressement productif où l'État revient en force dans l'économie. Et nous en avons besoin. Pendant des années, des décennies, on a laissé faire. Mais maintenant, c'est terminé. On sait qu'il faut travailler avec l'État. Et l'État, c'est vrai, il n'a pas d'intérêt financier. Il n'a que des intérêts industriels et humains. Il défend la France. Et c'est sa noblesse. Merci Arnaud Montebourg, 8h57.